Il arrive toujours pas à s'intégrer dans ce collectif. On pensait que ce but, il allait le libérer lors de la dernière rencontre, et c'est pas tout à fait ça. On avait vu qu'il avait surfé sur la vague, il a marqué avec l'équipe de France. Moi, je pensais vraiment qu'il allait revenir revanchard à Arsenal là, et pourquoi pas faire une bonne prestation contre Norwich, qui est pas forcément une super équipe. Ils sont 19e du championnat. C'est pas quand même Goliath face à Arsenal là. Non mais je t'avoue que moi pour le coup j'étais vraiment pas aussi optimiste que toi pour Olivier Giroud, parce que pour avoir vu ses premières apparitions sous le maillot des Gunners, je m'étais quand même bien rendu compte que techniquement Olivier Giroud c'était quand même assez limité. Et pour s'adapter au jeu d'Arsenal, justement, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que Arsenal c'est un jeu léché, Arsenal c'est un jeu en mouvement, c'est quelque chose qui se base sur la précision de passe, la rapidité. Et je sais pas si Olivier Giroud c'est vraiment le profil qui convient parfaitement à ce collectif-là. Après, il peut jouer en pivot et pourquoi pas en remise. Oui, mais justement, je trouve que techniquement en pivot et en remise, c'est limité. C'est-à-dire que je l'ai vu quand même beaucoup manquer des passes, mais des trucs a priori simples, les choses que justement on est en passe de lui demander. Ouais. C'est-à-dire un jeu de remise efficace. Qui est la base pour réussir en Angleterre, voilà. de par son profil physique. Voilà, c'est ça. Et justement, quand tu le vois louper ces actions-là, c'est là que tu te commences à te poser des questions. Ouais. Mais il y a eu des problèmes défensifs aussi. Moi, je pense à une action en première mi-temps où Vermaelen glisse lamentablement. Ils sont coutumiers du fait. Ouais, Arsenal, il faut qu'ils s'achètent des crampons moulés, j'ai l'impression, parce que entre Mertesacker l'année dernière et maintenant Koscielny et Vermaelen, ça commence à faire beaucoup, ça fait gros sur le cœur. Ouais. On va passer à un autre résultat important, c'est Manchester United qui s'impose à domicile face à Stoke. Ouais. Moi, je vous laisse avec grand plaisir Robin pour introduire ce match. Donc United qui avait tout à se prouver face à un Stoke qui, ma foi, de par son jeu, vous savez que Stoke c'est toujours les buts de la tête, Peter Crouch, etc. Oui, c'est un peu moins vrai cette année. C'est quand même un peu moins vrai que les années précédentes. Mais l'année précédente, tu voyais un résumé de Stoke City, tu avais deux buts de la tête, c'était assez impressionnant. On sait qu'ils avaient le lanceur de javelot, Rory Delap, pour envoyer les touches, etc. Bon, il y a quelque chose de drôle peut-être sur Rory Delap. C'est le lanceur de javelot. Ah bah oui. Le javelot, c'est pas mal du tout. Moi, ce que j'aimerais... Sur ce match, finalement, United qui fait face à ces démons de cette saison en tout cas, c'est-à-dire à se prendre des buts à la con. Rooney en CSC, et vous avez vu le deuxième but, c'est que Rooney il a mis un triplé quand même. Et oui, il a mis un triplé, il a mis un amour de passe décisive à Welbeck. On rappelle quand même que le score final c'est 4-2 pour United Stoke, avec finalement des 20 premières minutes très difficiles pour United, avec des grosses difficultés dans le jeu, beaucoup de un petit peu cette conservation de balles stérile qu'avait Arsenal, et puis ça se débloque à la 20e minute via Rooney. Et alors là je pense que ça déroule véritablement. Là on a retrouvé le vieux United, le rouleau compresseur qui est toujours dans la moitié de terrain adverse. Pas vraiment de problème, une équipe de Stoke qui était véritablement résignée parce qu'ils n'avaient pas le ballon. En contre c'était bien, ça défendait bien. Puis ce 3-2, donc des buts, ce 3-2 qui vient un petit peu montrer que la défense c'est du carton, avec alors certes beaucoup de chance, mais malheureusement donc j'ai plus son nom là exactement, Keighley, merci, qui passe 4 joueurs, qui a 2 comptes favorables et qui finit par tromper d'une frappe un petit peu croisée qui rentre du poteau, qui avait un petit peu, mais c'était un petit peu un pavé dans la mare si tu veux, il n'y avait pas véritablement de. Mais là je t'ai pas encore entendu prononcer un nom pour moi qui était crucial dans ce match, c'est celui de Robin van Persie justement. Robin van Persie a pour moi encore été une fois très influent sur le jeu de Manchester, il a une nouvelle fois été décisif. Et je trouve vraiment que la paire avec Rooney commence vraiment à prendre ses marques. Et puis même dans le sens où il a compris le jeu de Rooney et il s'adapte un petit peu, à savoir, alors je sais pas s'il faisait exactement ça du temps d'Arsenal, j'ai pas autant analysé Van Persie, mais à savoir Rooney aime beaucoup être un petit peu en électron libre au sein de la surface adverse, et t'as l'impression que Robin Van Persie fait de même, et donc en fait finalement ils sont toujours complémentaires, à savoir le premier but de Wayne Rooney, où c'est Robin Van Persie qui est complètement excentré sur l'aile gauche et qui fait un centre pour Rooney de la tête. Tu vois ce que je veux dire, qui était au centre. Et donc c'est cette complémentarité, ça se sent surtout dans le placement, je trouve. C'est sûr, ça se sent. Et je vous rappelle que à la base, Van Persie jouait en ailier il me semble que c'était au Feyenoord. Il y a pas mal de temps déjà. C'était il y a pas mal de temps, mais on sait qu'il a une formation d'ailier. Donc il a une très bonne qualité de centre qui se retrouve dans ses coups de pied arrêtés. Dans tous les coups de pied arrêtés, il est plutôt habile. Et pour te répondre, déjà Arsenal, c'est vrai que vu comme qu'il était tout seul en pointe, que le jeu se base beaucoup sur le mouvement et le jeu de passe, il avait quand même cette habitude à beaucoup bouger, à être très mobile dans la surface d'Arsenal et même sur les côtés. Il changeait beaucoup avec les latéraux.
Mais moi, ce que j'aimerais pointer du doigt, c'est vraiment cette nouvelle stratégie finalement de Man United qui joue avec trois véritables attaquants. Je sais que Rooney ne joue pas vraiment au poste d'attaquant cette année. Il y a Welbeck, Van Persie et Rooney. C'est quand même. Rooney est quand même vu pour Numéro décrocher 10. numéro 10 et c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il voulait véritablement finir sa carrière comme ça. Donc il a les qualités, je veux dire, parce que Rooney il a une qualité de passe qui est assez impressionnante, on l'avait vu la saison dernière, il est capable de te sortir des transversales assez impressionnantes et dans les pieds. Donc pourquoi pas, et sachant que Rooney n'a jamais été un vrai finisseur, et ça j'ai l'impression que les observateurs du foot qui oublient de le préciser, mais Rooney n'est pas un grand finisseur, il vendange en un contre un des occasions assez Il met des buts compliqués, mais il n'arrive pas à mettre des buts simples, j'ai l'impression. c'est ça. Mais il est fort dans le placement, tu sais, bah là, et ses deux buts sont ça. C'est-à-dire que c'est des buts sur corner, sur centre, où il est bien placé, où il met de la tête, où il a l'impact physique, De toute mais façon, finalement, balle au pied, il a une grosse frappe, mais il a pas tant de finition que ça. Ouais, là, il profite justement de cette science du placement et de cette intelligence de jeu. Voilà. C'est un peu le parfait mélange entre la puissance physique et justement cette intelligence C'est dans ça. le football. Il a une intelligence qui n'est pas proportionnelle à son intelligence en vrai, mais sans vouloir lui manquer de respect, mais voilà. Mais il a une intelligence de jeu qui est assez exceptionnelle pour un joueur de son gabarit et pour un joueur de sa corpulence, quoi. Tu le verrais pas comme ça avoir cette science du placement telle qu'il l'a. C'est sûr. Et enfin, on va conclure en Angleterre avec la victoire de City face à West Bromwich Albion. Une méritante West Bromwich Albion. City qui a eu chaud. City qui a eu chaud, qui a chaud. égalisé dans les dernières minutes ça. avec un doublé Par de Dzeko. Ma foi, une équipe de Bromwich qui joue cette saison et ça se voit et on en est vraiment content. Qui a vu un Lukaku très brillant. Moi j'ai beaucoup aimé l'apport de Lukaku, notamment voilà une belle reprise, une belle retournée acrobatique à la 80e qui est notable, mais même de très bons appels, de très bon travail entre l'aile et le centre du terrain. Ma foi, j'ai beaucoup aimé. C'est sûr. Mais Man City qui était handicapé, il me semble, par l'expulsion de James Milner, si je dis pas de Voilà, bêtises. dès la 10e minute Assez pour rapidement, un tacle Et c'est en pour ça très que en retard. j'ai d'autant été plus surpris de la réaction de City. Parce que tu vois que City est mené, City est en infériorité C'est numérique. ça. Et t'as un mec comme Dzeko qui est pas toujours Le plus impliqué. voilà, quoi. qui est pas Ouais. toujours le plus impliqué, quoi, à qui on fait pas toujours le plus confiance, qui arrive à te sortir l'équipe et Mais le collectif. ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un joueur de grand talent quand même, ce Dzeko. Je sais qu'on n'entend pas beaucoup parler de lui, mais ça reste quand même un buteur fabuleux. C'est un joueur qui peut te mettre un but à tout moment. C'est quand même C'est un incroyable. joueur, c'est effectivement c'est Voilà. un joueur très habile. Et très efficace. Devant le but, voilà, il est très très efficace, c'est l'une de ses qualités premières justement, et là il l'a une nouvelle fois prouvé. C'est-à-dire que t'attends de lui qui rentre ses occasions, t'attends de lui quand tu le fais jouer, c'est exactement ça. Une occasion, il faut qu'il marque, parce que ce mec-là ne s'en procurera pas 40 000 de toute façon. C'est ça. C'est pas un mec qui va se procurer 50 occasions dans un match. Et là, il a justifié justement, et Mancini devait être content parce que ça a justifié sa titularisation, et dans le bon sens du terme. Ils ont quand même beaucoup de choix en attaque, hein, City. Hein. Entre Tevez, Agüero, Balotelli, Dzeko, il y a quand même pas mal de choix. Balotelli du qui a choix fait quand une très bonne première mi-temps. Quand tout le monde est là, ils ont du choix. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a souvent quand même des absents. Tevez est revenu il y a peu. On savait pas tellement cet été s'il allait rester au club ou s'il allait partir. Mais c'est vrai qu'une fois que toutes les forces en présence, c'est très très lourd du côté de Manchester City. Il y a une puissance offensive qui est impressionnante. Et c'est pour ça qu'on parlait de la paire Rooney-Van Persie. Je pense que le duel va une nouvelle fois se jouer entre ces deux équipes et avec Chelsea. Mais Ouais. Arsenal risque malheureusement une nouvelle fois d'être écarté de la course au titre cette saison. C'est certain. Bah écoutez, pour faire un petit point classement, c'est toujours Chelsea qui est leader, Manchester United second, Man City troisième et Arsenal qui pointe seulement à la 9e place. Va falloir se bouger, moi je pense, du côté des Gunners. déjà 10 unités de longueur de retard sur Chelsea. Ouais. Ça paraît quand même vraiment très Pour très être compliqué. pour être les champion, Gunners. mais après leur objectif c'est pas être Oui, c'est champion. toujours la quatrième C'est place. la troisième, quatrième place. Faut savoir qu'ils ont 2 points de plus que l'année dernière à la même période. Bon, je C'est pense ça, qu'ils oui, effectivement. finiront fort comme d'habitude. Tu sais, ils ont toujours des mois entre la période février et mai qui est toujours assez bonne. Donc, Oui, mais ce qui est inquiétant, c'est que tu avais quand même un talent extraordinaire en la personne de Robin Van Persie pour te sortir de plusieurs galères et de matchs Ouais. casse-pipe. Là, tu l'as plus. Je pense pas que Wenger puisse compter à telle mesure sur Olivier Giroud cette saison. Non, mais plus sur Podolski, on sait que c'est à peu près le même profil au final. Ah, mais c'est quand même un talent. Je veux dire, comparer C'est sûr. Podolski et Van Oui. Persie, C'est quand pas même c'est pas forcément le même talent, mais au final, quand tu regardes bien, c'est le même profil. Un buteur gaucher avec une bonne frappe, qui sait dribbler, qui sait faire de bons appels et se placer. il va falloir être réaliste du côté des Gunners.
Ouais, non, c'est ça. Je veux bien la ressemblance pour le pied gauche et tout, mais dans la finition, il y a quand même un monde d'écart entre les deux. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, bah écoutez, messieurs, moi je vous propose de passer à la Serie A. Ah, il y a eu du très très lourd ce Et la week-end. Juventus qui est plus leader que jamais, clairement, après sa victoire face au Napoli. Ah, un petit chant de supporter. Ouais, c'est la petite ambiance de la Juve. Tu vas voir, c'est le chant culte de la Juventus. On Ouais. peut débuter là-dessus, c'est bien aussi. Ouais, c'est pas faux. Bah écoutez, Là, je vous la- le laisse en fond. un match qui s'est décidé en toute fin de rencontre. 2 buts coup sur coup à la 80e et la 82e par l'intermédiaire de Caceres et un certain transfuge de Manchester United, Paul Pogba. On salue peut-être des personnes qui le connaissent parce qu'on sait qu'il a été formé dans le coin, Ouais, aux Du alentours côté de de Torcy. Torcy et Roissy-en-Brie aussi, il me semble. c'est ça. Un joli but d'ailleurs. Écoute, un joli but, mais moi je vais tout de suite nuancer et calmer les ardeurs de chacun. J'en ai marre. J'en ai marre. Il y a un Français à l'étranger. Il a moins de 20 ans. Il a été transféré en provenance de Manchester United après justement un mercato assez délicat. On sait que Ferguson n'a pas du tout apprécié la manière dont Pogba est parti de Manchester. Et là, le mec rentre en fin de match. Il marque un joli but, certes. Il marque un beau but. Et là, c'est l'enflammade totale. J'ai l'impression que pour tout le monde, Pogba, c'est la future star. C'est le Tout le monde, tout le monde connaissait Voilà, Pogba. tout le monde avait vu jouer Pogba déjà au moins 10 fois. Je veux dire, mais tous ceux qui parlent de Paul Pogba à l'heure actuelle, il n'y en a pas les 3/4 qui ont vu plus de 5 matchs complets de ce Et mec-là. c'est normal puisqu'il n'en a pas fait beaucoup plus de toute manière. Personnellement, j'en ai vu qu'un, c'était contre l'Athletic Bilbao l'année dernière, il me semble. Non, mais c'est ça. Je veux Il y a dire, eu quoi une comme enfla- résultat Il y a- Défaite 3-2, hein. je crois. Eh oui. 3-1. Ah ouais, ils avaient perdu. Il y a Sévère. une enflammade, mais totale autour de ce mec-là sous prétexte qu'il a marqué un but. On en a vu quand même on a assez vu d'exemples de mecs éphémères qui éclatent soi-disant au grand jour par de bonnes prestations entre guillemets Ouais. et qui ensuite s'éteignent complètement. Ouais, Et c'est c'est sûr. pour ça que Après- j'ai l'impression qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Oui, il faut pas oublier qu'il faut qu'il fasse ses preuves. On sait qu'il a à peine 17 ou 18 ans, il me semble, et qu'en face, il y a quand même le milieu le plus expérimenté et il me semble l'un des meilleurs milieux d'Europe à l'heure actuelle, en la personne de Pirlo, Vidal et Marquisio. C'est plutôt le trio plus que l'individualité chacune. C'est le rassemblement de ces trois profils qui en fait véritablement quelque chose d'assez exceptionnel. Et oui. puis ils sont tous les trois plutôt polyvalents. On sait qu'ils peuvent se porter vers l'avant, tout comme défendre avec acharnement. Avec brio. Ouais, c'est ça. Et personnellement, j'ai vu en plus un recrutement du côté de la Juventus qui m'a fait plaisir parce que j'ai vu des joueurs comme Kwadjo Asamoah qui peuvent s'intégrer dans ce milieu ou encore Mauricio Isla. Et on sent que cette équipe de la Juventus, elle peut encore pas créer la surprise parce que c'est pas vraiment une surprise, mais écraser cette série là. Il lui faut un petit peu plus de stabilité, à mon Ouais. sens, dans le secteur offensif, notamment au niveau de ses Parce que individualités. Contre Naples, là, bon, certes, la Juve s'en sort avec les 3 points, mais c'est vraiment pas le meilleur match que j'ai vu de la Juve Non. depuis Non, que non. je les suis vraiment. Il me depuis semble qu'il y a un an et but demi. de Caceres sur corner et un autre de Pogba, donc qui est un petit peu, voilà, s'il fait une reprise, elle est un peu il a beaucoup de chanceuse. réussite, il a le mérite de la tenter. Voilà. Elle va au fond des filets, mais je dirais, elle en mettra Mais pas 10 comme ça. derrière, c'est pas. Après, il y a eu une domination clairement, et notamment c'est passé par ce milieu de terrain. Mais quand même, offensivement, même si Quagliarella a fait un très bon début de saison, il a pas tendance Mais à confirmer. Matri qui. Quagliarella, c'est très léger. L'année dernière, Quagliarella, il me semble que c'est 3 buts. Ouais, mais il était blessé. Il a été eu les blessé ligaments pendant très croisés, longtemps. Ouais. Très longtemps. Mais après, il y a Matri qui était en forme la saison dernière, qui a raté certaines occasions, qui n'est pas tellement. Non mais Matri, en réussite. il me semble qu'il souffre du fait de ne pas avoir du tout la confiance de son entraîneur. Ouais. Antonio Conte l'apprécie pas vraiment, pourtant moi je trouve que C'est un très bon joueur. Moi, pas forcément un super joueur, mais c'est un joueur assez efficace. Et en attaque, excepté Vucinic qui est blessé, il me semble, en ce moment, je vois pas qui pourrait prendre sa place. Je sais que Jovinko est un très bon joueur, mais c'est pas forcément un attaquant, c'est plus un milieu de terrain. Donc je comprends pas vraiment sa non-titularisation pour ma part. Après, ça, c'est un avis personnel. Je sais que vous avez peut-être des avis différents, mais Non, pour le coup, je te suis. voilà. De Mais- toute façon, voilà, pour revenir à ce que tu disais, le fait est que quand ces deux équipes sont arrivées à la veille de ce derby, elles étaient les deux invaincues jusque-là. c'est ça. Et la Juve marque quand même un sacré coup, notamment psychologiquement, parce que même si elles l'ont pas forcément fait footballistiquement, sur le plan mental, c'est un sacré coup pour face à leur adversaire du jour. C'est sûr, mais on sent quand même que cette équipe de Napoli, c'est plus forcément la même depuis que Lavezzi est parti. Ça joue beaucoup plus sur le duo Cavani-Hamsik et il y a
pas forcément ce troisième luron qui peut déstabiliser les défenses. C'était Lavezzi qui pouvait justement déstabiliser ces défenses. Et on a vu que le trio Barzagli, Bonucci, Chiellini a bien su museler Cavani et Hamsik. Et au final, Naples n'a rien pu faire. Non, là où tu as raison, c'est que Pandev, il est volontaire. Pandev, c'est un bon joueur, mais c'est pas un très grand, quoi. C'est un joueur moyen, un bon joueur de Serie A, Voilà, techniquement à c'est l'aise. Mais c'est vrai que dans ces grands matchs-là, je pense pas que ça soit lui qui te fasse tourner la rencontre en ta faveur. Et là, comme tu l'as dit, on a bien vu la Juve. À défaut d'être très brillant offensivement, ils ont bien muselé ce milieu de terrain de Naples. Et ça se termine sur un 2-0. La Juve est heureuse, mais la Juve le mérite quand même. C'est le résultat d'une longue série de matchs de victoire, d'une saison dernière réussie, mais de fond en comble, si je puis dire. C'est un travail de longue haleine et il récolte les fruits actuellement. Reste à voir ce que ça donnera sur la scène européenne. C'est sûr. Écoutez, moi je vous propose de terminer avec la Serie A avec peut-être le second choc. Après oui, c'est ça, c'est le deuxième gros match quand même. Ouais, on va pas banaliser. Lazio-Rome, en soi, Lazio-Rome AC Milan, l'AC Milan n'est pas forcément dans une bonne passe. Et ce choc a justement perdu de sa saveur du fait des mauvais résultats de l'AC Milan. J'entends bien, mais quand tu vois la rencontre, c'est quand même une autre trempe que Marseille-PSG par exemple. Footballistiquement parlant, c'est quand même. C'est certain. C'est bien au-dessus. Et la Lazio qui s'est imposée 3-2 grâce à Hernanes, Candreva et Klose. Quel but de Candreva. Ouais. Quel but. Tandis que l'AC Milan a réduit le score grâce à Nigel de Jong et El Shaarawy. Écoute, ce résultat-là, il confirme quand même, parce qu'il faut savoir que Milan était mené 3-0 avant de réagir. Ça confirme quand même un début de saison très poussif de l'AC Milan. L'AC Milan qui a beaucoup de difficultés, qui paie, on va pas le répéter toutes les semaines, mais le départ au Paris Saint-Germain d'Ibrahimovic et Thiago Silva, ça a déstabilisé quand même la cohérence du collectif. El Shaarawy, tu vois, El Shaarawy c'est bien, mais c'est encore léger. Tu vois, il arrive à être décisif tous les week-ends, mais c'est clairement pas de la trempe d'Ibrahimovic. Je pense qu'il manque actuellement à l'AC Milan d'un grand joueur, d'un cadre, peut-être d'un meneur d'hommes qui arrivera à porter ces jeunes-là vers le haut du tableau. Déjà qu'ils ont perdu Ibrahimovic et Thiago Silva, ils ont aussi laissé partir un certain Cassano. Moi personnellement, je pensais que ça allait être l'homme qui allait reprendre le flambeau à l'AC Milan, et au final ils l'ont laissé partir pour amener Gianpaolo Pazzini, et c'est pas forcément la recrue qu'ils attendaient, parce que toutes les prestations qu'il a eues depuis le début de saison, c'était pas tout à fait ça. On sait qu'il a été blessé à un moment, là il revient. Je pense pas que ça va être le cadre justement qu'ils attendaient. Après, pourquoi pas Pato qui pourrait peut-être se révéler enfin, mais là faudrait attendre qu'il se blesse pas. Ouais. Mais par contre, à contrario, là je vais te faire une magnifique transition. Leurs voisins de l'Inter de Milan se portent admirablement bien. Après un début de saison assez compliqué, ça fait déjà 5 matchs. 5 matchs que l'Inter ne perd pas, que l'Inter gagne en comptant l'Europa League. Et tu vois que malgré un manque peut-être, comme on le disait, d'individualité de grands noms, de joueurs de renom, il y a cette cohésion collective. On a ce groupe qui vit bien finalement et qui arrive à aller chercher des résultats. Ouais, c'est tout à fait ça. Et puis justement, je parlais de Cassano qui a marqué le premier but pour l'Inter. On voit qu'il s'est bien acclimaté. Bon, il n'a pas fait un grand voyage. Non, c'est vrai que c'était pas très long. Entre l'AC Milan et l'Inter. Après, là encore, faut relativiser. L'Inter Milan, ils avaient en face Catane, une équipe de deuxième partie de tableau, mais on sent qu'il y a une nouvelle ère qui commence dans cet Inter de Milan, pas forcément une ère glorieuse, parce qu'il manque quand même ce grand joueur qui va faire la différence à l'Inter, et je pense que ça reste aussi une équipe assez vieillissante, parce qu'il y a une partie de l'effectif qui a plus de 34 voire 36 ans, donc là encore, je pense qu'il y a pas mal de travail à faire du côté de l'Inter pour pouvoir titiller les gros de ce championnat, et les trois gros en la personne de l'AS Roma, Naples et la Juventus. Non mais voilà, je pense aussi que ça sera léger et trop juste pour le titre, mais je crois en leur chance quand même pour jouer une place européenne d'ici la fin de saison. Ils montrent de bonnes choses dans ce début de saison, ils montrent quand même que les joueurs qui sont venus se sont acclimatés. Il y a une certaine cohérence dans le coaching, tu vois qu'ils essaient de produire un jeu constant, même si c'est pas le jeu le plus attrayant du monde. Il y a quelque chose, quoi. Ça va pas dans tous les sens, contrairement justement à cet AC Milan où on peine à trouver ses marques. C'est certain. Écoutez messieurs, pour conclure, ou peut-être pas conclure. Conclure de plus belle manière, quoi. Conclure pour faire peur à nos amis lillois. C'est pas forcément. Tu voulais parler du Bayern. Peut-être avant du Barça, qui s'est fait peur face au Deportivo La Corogne, 5-4. Un résultat étonnant de la part du Barça. Ah tiens, Messi qui sauve encore le Barça cette saison.
triplé de Messi. Ouais, mais tu vois, en disant ça, tu minimises quand même la prestation de Serge Fabregas. Ouais, qui a fait 3 passes décisives, je sais, mais enfin quand même, c'est quand même Messi qui vole. Non, mais bien Excuse-moi. sûr. Et comme il est quoi- au-dessus de tout. Comme quoi, je dirais, ça légitimise nos interrogations sur la défense du Barça. 4 buts encaissés contre le Deportivo La Corogne. On sait que c'est pas des foudres de guerre quand même, la Corogne. Mais justement, comme tu dis, moi, ce qui m'inquiète, outre le triplé de Messi, c'est quand même cette défense. Que ça confirme les largesses défensives qu'on avait mis en avant vendredi dernier. Et si c'est ça déjà contre la Corogne, je me demande ce que ça peut être dans un grand match européen contre une grande équipe. Tu vois, tu me parles de Manchester United, même si défensivement c'est très très fébrile. Quand j'imagine la paire Wayne Rooney-Robin Van Persie face à cette défense du Barça, je me dis que ça peut quand même faire très très mal. Bah, quand m'imagine la paire Evans-Ferdinand contre l'attaque du Barça, je me dis aussi que ça peut faire très très mal. Dans les T'inquiète deux pas. sens, c'est vrai. Bah, non, mais voilà, à mon le avis, il y Barça a une confirme. finale de Ligue des Champions United-Barça, là t'as 6-6. Le fait est que ce week-end aurait pu marquer un tournant si le Barça avait concédé un point du match nul ou une défaite, mais le Barça continue sur sa lancée et en même temps l'Atlético a profité d'une bonne prestation et encore d'un coup franc somptueux de Falcao pour l'emporter aussi et continuer cette marche en avant avec le Barça. Étonnant Atlético, hein, on l'attendait pas à ce niveau. On sait qu'il y a du potentiel dans cette équipe, mais est-ce que ça va continuer justement cet état de grâce du côté de Madrid? Écoute, Est-ce que ce sera peut-être l'avènement d'un nouveau Madrid? non, je suis pas sûr que non, faut clairement pas aller si loin que ça. Je pense que la saison va être très longue pour l'Atlético Madrid. Il y a les matchs européens. Ça a l'air quand même assez tributaire des prestations de Falcao. Falcao marche sur l'eau. Après, on a vu avec Robin Van Persie ou Lionel Messi que cet état de grâce pouvait durer une saison entière. Il n'y a pas de raison. Même la saison dernière, il a quand même été incroyable. Il me semble qu'il a mis toute compétition confondue presque 40 buts. C'est quand même pas mal. Après, je pense que sur toute une saison, ça sera quand même compliqué. Le Barça, c'est très très fort. Faut pas oublier, j'ai l'impression vous oubliez comme si on parlait d'une équipe de seconde zone, mais il y a le Real Madrid qui est toujours là avec ses grands joueurs. La saison va être très longue. Madrid peut jouer les premiers rôles dans ce quatuor de tête, mais de là à jouer le titre, je pense que ça sera trop juste. Ouais, c'est sûr. Et Madrid, justement, qui a gagné 2-0. 2-0 face au... Que je dise pas de bêtises, au Celta Vigo, c'est ça, un but de Cristiano Ronaldo le second sur penalty, ouais. C'est ça. Et donc au final ça fait FC Barcelone premier avec 22 points, l'Atlético Madrid ex aequo 22 points aussi, Malaga troisième avec 17 troisième, points. Ouais. Après une intersaison très très compliquée. C'est ça, avec pas mal de départs mais aussi quelques arrivées qui font du bien. Real Madrid quatrième avec 14 points. Voilà pour l'Espagne. Je vous propose de conclure avec une dernière info. C'est fini, je vous promets. Là, Les Lillois peuvent trembler. Ouais, je vous sens un peu fatigué quand même, messieurs. Un petit peu. Légèrement. Écoutez, on va faire un tour du côté de l'Allemagne où le Bayern a terrassé encore un jeune promu 5-0. 5-0, ça a de quoi faire peur à Lille. Hein. Bah, ça a de quoi faire peur à Lille, surtout quand tu vois les prestations de Lille en ce moment. Moi, j'ai aucune partie de moi qui me donne envie d'être optimiste pour les Lillois. Tu vois les prestations du Bayern, il faut savoir qu'ils ont quand même enchaîné 8 victoires d'affilée en championnat, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Bundesliga. C'est un Bayern très très fort et en pleine forme qui va affronter Lille. Qui ne se contentent pas de la victoire 2-3-0, c'est-à-dire qu'ils vont chercher. Ils vont chercher jusqu'au bout et c'est pas des buts de peintre. Hein. Donc Lille, à mon avis. Notamment celui de Müller. Ouais. Mais Lille, à mon avis. Ça, je pense que Lille peut trembler. S'ils cadenassent pas, ça va faire très 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 mal. C'est ça. Il y avait aussi un autre match important dans cette Bundesliga, le derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke 04. Oui. Un match, ma foi, engagé, je dirais. Engagé et qui a été plus technique que ce qu'il n'y paraît. Avec moi, j'ai trouvé un Reus qui est toujours bon, mais surtout Farfan et Huntelaar qui étaient vraiment à leur top hier soir, et Affelay qui avait une très très belle reprise. C'est très bien intégré dans ce collectif de Schalke 04. Il a pris un peu la place qu'avait Raoul. Ouais. Et là, il fait un peu la jonction entre Huntelaar et le reste de l'équipe, je dirais. Non, je fais une tête parce que j'ai vraiment du mal avec la comparaison. Oui, c'est pas forcément la place. On parle pas de poste, pas de. Tu vois, comme dirait Samuel Eto'o, il n'y a pas de rivalité quand les deux joueurs n'ont pas la même carrière. Ouais. Mais écoutez, au final, ça fait un classement assez simple avec le Bayern en tête, invaincu, 8 matchs, 8 victoires. Le second, étonnant second, je dirais même, Francfort, qui démarre très bien sa saison. Ouais. Comme tu dis, 19 points, 6 victoires en 8 matchs, c'est quand même impressionnant pour un promu, il me semble. Schalke 04, 3ème avec 17 points, et Borussia Dortmund,
4e avec 12 points. Voilà messieurs, bah écoutez, c'était une très belle émission avec vous. On a senti quand même un peu de poussivité. Je sais pas si ce mot existe, mais je l'aurais inventé quoi qu'il arrive. De ta part notamment, ouais. Mais oui, on a vu qu'il y a eu un week-end chargé. Faudra arrêter de sortir, Robin. Ah oui, je suis coutumier du fait, mais bon, vous pouvez pas en empêcher. Hein. C'était poussif, mais c'était toujours un plaisir. Ouais. Pour nous de débattre. Voilà, bah écoutez, moi je vous propose de se retrouver vendredi pour encore parler football. Après une semaine... Ligue des Champions. C'est ça, Ligue des Champions et Europa League, non? On verra enfin du foot. C'est ça, du beau football on espère. Bonne semaine à vous, amusez-vous bien, pas trop de bêtises, sortez couverts, au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Ah, une dernière chose. Oui. Une dernière chose, n'oubliez pas le concours Radio Rec pour gagner des places pour la soirée Halloween organisée par le BDE. Et la question piège pour gagner ces places, c'est qui organise la soirée Halloween? La réponse est dans la question. Allez, bonsoir. Météorite soirée. de London Electricity 2012. C'est parti.